La République démocratique du Congo, la candidature unique de l'opposition vole en éclats. La Côte d'Ivoire, reprise du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye. Et puis l'Italie, conférence sur la Libye, un nouveau marché de dupes. On va évoquer tous ces trois sujets avec Maître Eric et Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître Sosa. Bonsoir. On commence donc avec la République démocratique du Congo. L'unité n'a même pas tenu 24 heures. Deux poids lourds de l'opposition congolaise ont annoncé dès lundi qu'ils se retiraient de l'accord qu'ils avaient signé la veille pour désigner un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, et celui de l'UNC, Vital Kamerhe, affirment avoir reculé sous la pression de leurs bases respectives à Kinshasa après l'accord surprise à huis clos à Genève avec 5 autres ténors sur le nom d'un outsider méconnu, Martin Fayoulou. Maître Sosa, d'abord, est-ce que vous avez été surpris d'un côté par le choix porté sur Fayoulou et de l'autre par la rapidité de la défection? Oui, Martin Fayoulou, c'était probablement le candidat le moins problématique. Il était assez lisse, il n'avait pas le profil de quelqu'un qui allait porter ombrage à qui que ce soit. Oui. Mais il faudrait que cette opposition sache exactement ce qu'elle veut. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre est probablement au-delà de l'aspect pathétique de la chose. C'est que ça va exposer encore le peuple congolais à des difficultés incommensurables. Parce que, figurez-vous quand même, que ces gens-là ont tout fait pour se donner les conditions d'une alternance qui était à portée de main. Bon, ils ont obtenu que Kabila ne se présente pas. Kabila a sorti quelqu'un de son chapeau qui, en réalité, est son ectoplasme. Bon, il ne va pas faire de mal à Kabila et au clan Kabila. Il sera là pour maintenir la chaise au chaud pour que les Kabila continuent de régner. Bon, jusque-là, c'était bien joué. Maintenant, à l'opposition de faire la même chose pour, en quelque sorte, se débarrasser de la Kabylie une bonne fois pour toutes. Ils ont réussi, par voie de consensus quand même, à se mettre d'accord sur un nom. Et puis là, finalement, on a des grands monsieur qui viennent dire c'est la base. Mais attendez, avant d'aller à Genève, la base n'était pas au courant de ce qu'ils allaient faire. La base ne savait pas que probablement il allait y avoir un candidat unique et que ce ne seront pas eux. La base ne savait pas ça. Bon, et en fait, ils sont tellement dépourvus de pouvoir sur la base qu'ils ont complètement perdu tout moyen pédagogique pour expliquer à la base le bien fondé de la décision qu'ils ont prise en choisissant Fayoulou au lieu de quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, ça déprécie complètement la parole politique et ça vous donne une idée de la classe politique que nous avons en RDC. Ce pays ne souffre que d'une chose, de ses hommes politiques. Et ceux-là sont en train d'en apporter l'illustration supplémentaire. Parce qu'à ce prix-là, pourquoi on est en train de s'acharner contre Kabila? Mais ils feront pas mieux que Kabila au final. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'en fait, si ce n'est pas nous, alors ça peut capoter. Parce que ça aurait pu être Tshisekedi, et on aurait eu le même résultat. Quelqu'un viendrait dire non, mais moi, ma base ne veut pas. Mais c'est quoi la base d'abord? Parce qu'il y a 300 personnes qui sont venues au siège du parti pour protester, alors c'est la base. On l'a consulté sur quelle base d'abord? Comment est-ce qu'il a consulté sa base? Et est-ce qu'on consulte la base a posteriori ou a priori? Ça aussi, comme le disait Fayoulou, ça manque de sérieux. Et ils sont inconséquents, ils ont complètement discrédité leur propre parole et leur crédibilité. C'est ça le problème de ce pays. Donc, ça me rappelle un autre pays, avec une opposition aussi incompétente et qui a les mêmes problèmes, qui cherche l'alternance, mais qui ne veut pas se donner les moyens de son alternance. Suivez mon regard. Maintenant, est-ce que vous pensez que cette histoire, appelons-la comme ça, de la base, c'est une invention ou quoi? Mais totalement. C'est un subterfuge. Quelle base? Je vous ai posé. C'est qui la base? Je ne sais pas quel est le nombre de personnes. Est-ce qu'ils ont recensé le nombre de personnes qui sont venues protester? Et est-ce qu'ils peuvent assurer que ce nombre de protestataires suffit à qualifier la base dans son intégralité? Et comment se fait-il? Dans leurs partis respectifs, ils n'ont pas de règlement intérieur avant de prendre les décisions qui engagent le parti. Il n'y a pas de voix délibérative. Eux-mêmes, quand ils partent pour représenter leur parti, quel mandat ils ont?
Ce sont les questions qu'il faut se poser. Donc s'ils n'ont pas fait ces préalables-là avant d'aller à Genève, c'est que déjà, ils sont en train de démontrer qu'ils sont incompétents. Si vous ne pouvez pas tenir un petit parti comme les vôtres, Tshisekedi n'a même pas été responsable de son parti. Il a été créé, il a hérité de son papa. Il ne sait pas le tenir. Il ne sait pas dire à son parti le bien fondé des décisions qu'il prend lui, en toute conscience. Il ne sait pas l'expliquer à la base. Donc c'est une girouette. Il prend une décision le matin et le soir, il la déjuge en disant ben non, c'est la base. Si ça surprend plus... C'est de la démagogie. Si on comprend quand même la position de Tshisekedi, on sait que ce n'est pas quelqu'un qui est d'un aura véritablement... Il n'a pas de charisme, franchement, non. Lui aussi, à part le nom qu'il porte, c'est un ectoplasme. Un autre ectoplasme. Maintenant, quid de Caméré? C'est lui qui est le plus surprenant parce que c'était un homme politique qui, me semblait-il, avait quand même un peu plus de tenue. Il avait un calibre qui était, à mon avis, d'une patte supérieure à celle de Tshisekedi. Je dis les choses telles que je les vois, du haut de mes distances à partir de Lomé. Hein. Mais sincèrement, Vital Kamerhe me surprend encore plus. Parce qu'on avait pensé qu'il représentait une nouvelle donne. Il était quand même l'incarnation, en dehors de Katumbi et de Bemba, il représentait quelque chose d'un peu plus corseté, on va dire. Et puis finalement, non, on se rend compte que c'est une girouette comme les autres. C'est une baudruche. Il arrive, il signe un accord au nom de son parti, et il revient dire « Ah non, ma base ». Dis ce qu'on vient, mais franchement. Non, ces gens-là se foutent du monde, et c'est triste à dire, mais finalement, avec ça, ils ont donné un penalty sans gardien de but à Kabila. Il va gagner sans coup férir, et on va dire, mais ils ont triché. Il n'a même pas besoin de tricher. Avec des opposants comme ça, franchement, la pâte est déjà pré-mâchée. Il n'a qu'à avaler, même en dormant, il gagne. Est-ce que ce n'était pas quand même un pari risqué de prendre un Martin Fayulu méconnu du grand public? Ce n'est pas un pari risqué du tout, parce que justement, il fallait prendre quelqu'un. Compte tenu des égos obèses que l'on a de part et d'autre, il fallait prendre quelqu'un qui soit suffisamment lisse pour permettre... Qu'est-ce qu'on veut? D'abord, l'alternance. Quand on a l'alternance, bon, comme c'est quelqu'un qui est facilement manipulable, on va pouvoir l'utiliser pour faire les réformes utiles, indispensables. Et ensuite, on va mettre en place un système et des institutions qui vont permettre d'enraciner la vraie démocratie dans le pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question de vision stratégique. C'est pas un jeu de personnes. C'est une stratégie. On passe par quelqu'un qui nous permet de gagner. Gagner, c'est simple. C'est ou bien comment dire, Chadari Ramazani, ou bien Fayulu. C'est les deux qui se présentent. Bon, alors, comme nous sommes plus nombreux et que nous avons un électorat qui est autrement plus motivé, eh bien, grâce à notre électorat, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes, ils ont aussi une machine à voter qui sont en train de contester. Donc, ils ont quand même beaucoup de problématiques. Et maintenant, on va avoir plusieurs candidats uniques, face aux candidats uniques du régime en place. Et ils s'imaginent qu'ils vont gagner. Ils vont émietter leur électorat. Ils vont perdre. Maintenant, là, ça veut dire on aura, si éventuellement le scrutin se tient le 23 décembre prochain, on aura Martin Fayulu qui affronte Tshisekedi, qui affronte Kamerhe, plus Chadari. Oui. Donc, forcément, mais ils arrivent émiettés, ils vont perdre. Écoutez, c'est mathématique. Ils vont perdre. Donc, ça veut dire Tshisekedi avec uniquement son électorat et le nombre de voix qu'il peut escompter. Et pareil pour Fayulu, pareil pour Kamerhe. Non mais ça va, oui. Ils vont perdre. On n'a pas besoin d'être pitoniste pour prédire ça. Pas besoin d'être grand devin. Je ne fais aucun effort de divination. C'est mathématique. Ils vont perdre.
En tout cas, on va suivre de très près l'évolution de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo. On passe au second sujet. La défense de Laurent Gbagbo a plaidé lundi devant la Cour pénale internationale l'acquittement de l'ancien président ivoirien des crimes contre l'humanité dont il est accusé dans un procès qui repose, selon elle, sur une déformation de l'histoire. Les avocats de Laurent Gbagbo ont demandé au juge de la CPI de prononcer un non-lieu total dans le procès contre l'ex-président en détention depuis 7 ans. Il n'y a pas de surprise, maître. Ce n'est que cette plaidoirie qu'on pouvait avoir. Oui, c'était, à mon avis, la suite logique des choses. Puisque l'accusation échoue à faire la démonstration de la responsabilité pénale personnelle de M. Gbagbo, il y a, à mon avis, tous les ingrédients disponibles pour plaider un non-lieu et obtenir la fin du procès. Oui. Ce procès est scandaleux et on le dira à l'envi, on le répétera jusqu'à la consommation des temps et jusqu'à l'extinction du soleil. Ce procès est scandaleux, c'est un procès politique fait par une justice dite internationale avec tous les ingrédients de partialité qui, à mon avis, forcent l'indignation générale. Mais ce n'est pas la première fois quand même que la défense plaide l'acquittement. Qu'est-ce qui la rend si sûre qu'elle sera entendue cette fois-ci? Ah non. Avant, c'était l'audience de confirmation des charges. Oui. Bon, vous avez vu qu'on a donné à l'accusation 1 an de plus pour trouver les charges. C'est-à-dire, en fait, je vous accuse d'avoir fait quelque chose. Je n'ai pas encore les preuves, mais je vous accuse quand même. Donc, sur la base de mon accusation, vous êtes détenu et on me demande, il y a, disons, un système de justice suffisamment complaisant pour dire, bon, écoutez, comme je vous accuse, on va me laisser le temps d'aller trouver les preuves de ceux dont je vous accuse. Bon, c'est ce qu'on a fait. La défense avait beau jeu de dire, depuis le début, mais ils n'ont rien, ils n'ont pas de preuves, ils n'ont aucun élément à charge. Ben non, mais écoutez, attendez, on va finir par les trouver. C'est ce qu'on a fait. Donc, ça, le premier round. Puis finalement, on a fait venir les témoins sont venus. On a pensé que c'était des témoins à charge. Ils sont venus dire, finalement, on ne sait pas plus que ce qu'on nous a dit. Bon, donc, moi-même, j'ai pas vu, mais comme j'ai entendu quelqu'un qui a dit que quelqu'un a dit que quelqu'un a dit, donc je suis persuadé qu'il est coupable. Et donc, maintenant, la défense, et c'est bien son rôle, elle vient dire, écoutez, après tout ce qu'on a entendu et ce que l'accusation a été incapable de démontrer, il n'y a pas lieu de maintenir ce procès. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de prononcer un non-lieu, de dire qu'il n'y a pas lieu à poursuivre cette affaire. J'espère que cette fois-ci, la justice internationale, sous couvert de l'AE et de la CPI, fera preuve de lucidité et d'impartialité et qu'on va lâcher une bonne fois pour toutes ce monsieur Gbagbo qui n'a rien à faire à l'AE. Voilà. C'est quasiment la même plaidoirie pour son ancien ministre de la Jeunesse. Mais bien entendu, les deux causes sont liées. Blé Goudé est là pourquoi? Parce qu'on le considère comme un homme lige de M. Gbagbo. Donc ce que M. Gbagbo a fait, on suppose qu'il l'a fait aussi. Alors, en fin de compte, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir fait des discours, en réalité. C'est ça. Parce que quand vous suivez bien le raisonnement, c'est qu'ils ont fait des discours, et dans les discours, ils étaient tellement vindicatifs qu'avec les propos qu'ils ont tenus, ils ont quasiment fourni les armes pour que les gens aillent tuer les autres. Bon, mais toujours, cette même justice n'arrive pas, dans une guerre civile, à trouver un seul coupable dans l'autre camp. C'est le coupable commode, M. Gbagbo. Mais depuis 7 ans qu'il est en détention, on s'imagine que ce n'est pas de sitôt que la procureure va lâcher l'affaire. Ah ben, écoutez, oui, la procureure, elle a un dossier bien difficile. Elle est bien en peine de faire la démonstration de la culpabilité de M. Gbagbo. Bon, c'est la même cour qui a maintenant créé une jurisprudence dans l'affaire de M. Bemba. Bon. Maintenant, il faut bien qu'on réfléchisse par 2 fois avant de porter ce genre d'accusation. On nous dit, oui, mais attention, nous sommes en matière pénale, vous devez faire la démonstration que
un tel a donné des ordres et que ces ordres ont été exécutés et que dans leur exécution, on a commis les crimes contre l'humanité que vous dénoncez. Oui. C'est pas aussi facile. C'est pas parce que vous êtes président que automatiquement vous êtes responsable. Cette même logique devrait jouer aussi dans l'affaire soudanaise. Oui. Omar el-Béchir devrait pouvoir également plaider cette position. Mais bon, pour l'instant, on en est à Laurent Gbagbo et il est temps que cette affaire s'arrête et que cette mascarade prenne fin. Parce que c'est une vaste blague. Alors, les audiences, quand même, se tiendront le 22 novembre prochain. Et on sait que les juges prendront plusieurs mois avant de délibérer. Oui. Mais toutefois, la balle est dans le camp des juges cette fois-ci. Oui, comme toujours. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait des demandes de mise en liberté, les demandes de mise en liberté, c'est une chose. Le prononcer d'un non-lieu, encore autre chose. Donc on est sur deux registres d'argumentation qui sont totalement différents. Mais comme ils ont refusé tout le temps de le mettre en liberté parce qu'ils n'étaient pas sûrs des garanties de représentation qu'il offrait, aujourd'hui, il s'agit de dire si oui ou non on a des éléments pour le trouver coupable. Si on ne les a pas, c'est un non-lieu. Simplement. C'est tout. Et Laurent Gbagbo pourra recouvrer sa liberté. C'est mathématique. S'il n'y a aucun élément pour le trouver coupable, on ne voit pas de raison de le maintenir davantage. 7 ans, c'est exagérément long. Attendez, on fait procès à l'État togolais d'avoir des détentions provisoires exagérées. Et ça, c'est décompté au titre du non-respect des droits de l'homme. Oui. D'accord ? Bon, alors, si on peut le reprocher au Togo, pourquoi on ne le reprocherait pas à la Haye, à la CPI ? Oui, mais... Avec tous les moyens qu'ils ont, la justice togolaise, c'est-à-dire les moyens qu'ils mettent à faire un seul procès à M. Gbagbo, si on les donnait à l'appareil judiciaire togolais, je suis sûr que les prisons du Togo seraient vidées de tous les détenus provisoires. Mais le problème, c'est que Laurent Gbagbo, c'est le détenu personnel d'un certain président. Oui, mais alors, c'est bien là le problème. Est-ce que les institutions internationales qui sont censées être neutres, qui sont censées représenter finalement la communauté internationale tout entière, vont être les instruments d'un président, fût-il le bien-aimé du FMI et de l'Occident? C'est bien une question qu'il faut se poser. Et nous autres Africains, on ne peut pas. C'est-à-dire que, en fait, voilà, c'est-à-dire à chaque fois, on est les cocus de l'histoire. On est les seuls à avoir décidé, comme un seul homme, d'aller ratifier le traité de Rome. Et tout le monde dit, Israël, nous on n'a pas signé, les États-Unis, on n'a pas signé. Et finalement, quand il y a quelque chose contre ces pays-là, ils disent, mais on n'a pas signé, on est quitte. Et nous, on y va pieds et poings liés. Et on va donner nos gens, nos hommes, nos frères. Et après, on va dire quoi? Ça aussi, c'est une autre question à se poser, mais bon, si ça ne tenait qu'à moi, j'inviterais tous les chefs d'État africains, et tous les États africains, à complètement se retirer de... C'est tout. Parce qu'on voit ce que ça donne. Oui, ce n'est pas satisfaisant. Quand les défenseurs des droits de l'homme vous entendent, actuellement, ils doivent être scandalisés. Les droits de l'homme veulent aussi qu'on accuse des gens à partir d'éléments qui ont été prouvés. C'est la base des droits de l'homme. Ce qui est en train d'être fait à M. Gbagbo est contraire aux droits de l'homme. Si on le fait à n'importe qui, je protesterai pareil. Et quand on me dit que c'est la justice internationale qui le fait, j'ai de bonnes raisons d'être scandalisé. Alors, il se pose aussi un problème. Est-ce que on libère Gbagbo et il revient en Côte d'Ivoire dans le contexte actuel? Tout cela, ça doit tarauder dans l'esprit de... Bon, alors, à ce moment-là, est-ce que les juges doivent faire de la politique ou le droit? Qu'on nous le dise, sincèrement. C'est une cour politique ou c'est une cour de droit? Alors, la question reste posée. Ils n'ont pas à prendre en considération les conséquences politiques d'une libération. Ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Mais puisqu'il est apparu quand même évident que depuis 7 ans, c'est éminemment politique, le dossier. Donc, on est tous d'accord sur ce postulat. C'est un dossier politique. Donc, la CPI est une institution politique. Une fois qu'on l'a dit,
on est quitte avec sa conscience. C'est tout. C'est une institution politique. On va passer au troisième sujet maintenant. L'Italie, la conférence sur la Libye, nouveau marché de dupes. C'est la question. En tout cas, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a accueilli les chefs de délégation à Villa Igiea avant le dîner du travail. Le général Khalifa Haftar a été accueilli peu après 19h30 GMT par le président du Conseil après avoir laissé planer l'incertitude sur sa participation. Alors, s'il y a une image quand même à retenir au cours de cette journée de lundi 12 novembre, c'est celle du général Haftar souriant dans son cardinga marron et serrant la main de Giuseppe Conte, le président du Conseil. Alors, on sait, Maître Sosa, que pratiquement toutes les tentatives de résolution de la crise libyenne ont échoué. L'Italie peut-elle avoir la recette pour régler le problème? Il y a une histoire qui lie aussi les deux pays. Oui, d'accord, mais je souhaite bonne chance à l'Italie. Tout le monde aimerait que la paix s'installe une bonne fois pour toutes en terre libyenne. Ce pays nous est cher, vous savez, pour beaucoup de raisons. La France essaye aussi, par des voies diplomatiques très appuyées, d'obtenir des solutions de paix. Oui. L'Italie vient à la rescousse. Je ne peux que souhaiter bonne chance à cette médiation italienne. Parce que, on a des antagonismes tellement acérés que je ne sais pas si le fait de le dire en langue italienne va faciliter la compréhension de part et d'autre. Mais voilà, on a le même débat depuis très longtemps. Et le fait est qu'ils ont accepté quand même de faire le déplacement. Oui. C'est un premier pas qu'il faut saluer et nous le saluons. Ils avaient déjà fait le déplacement de Paris. Oui, c'est bien ce que je dis. Toutes les fois qu'on leur offre de se déplacer quelque part, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'entendre en Libye, c'est en terre étrangère qu'ils s'entendront. Donc pourquoi pas? Et Israéliens et Palestiniens ont dû signer des accords à Camp David. Oui. Avec les résultats que l'on sait. Maintenant, quelle peut être la recette italienne que les Français n'ont pas su trouver? Peut-être la minestrone. Je ne sais pas. Vous savez, bien devin qui peut savoir ce qui, dans les assises italiennes, va déclencher finalement les éléments de la catharsis auprès de ces messieurs, qui se détestent. Oui. Même pas cordialement. C'est à peine s'ils se servent la main en se regardant en face. C'est pas parce qu'ils se trouveront en terre italienne que les dispositions de cœur seront plus favorables. Je ne sais même pas, honnêtement, sur quelle base, parce que Haftar avait dit je ne viendrai pas, il a fait planer le suspense, puis finalement on se rend compte qu'il y va. Il nous a habitués à des volte-face tout le temps. Mais aujourd'hui, sincèrement, bien devin qui peut nous dire sur quelle base ils vont pouvoir s'entendre. Je crois que c'est une continuité du dossier parisien. Oui. Il faut... Paris passe la main à Rome. À Rome, oui. Et puis, peut-être que Bonn va prendre aussi le relais. Et puis, peut-être qu'un jour, l'Union africaine va se réveiller en disant « Ah, en fait, nous aussi, nous étions là. Mais on était spectateurs de l'évolution des choses et maintenant, on aimerait bien pouvoir dire quelque chose. » Peut-être que ça va déclencher vraiment, cette fois-là, une véritable mobilisation et l'action. Mais est-ce que c'est par altruisme que l'Italie intervient? Parce qu'on sait que l'Italie a besoin de régler le problème de la migration et que la Libye est un point de passage. Donc c'est pas par altruisme. C'est que l'Italie est très embêtée sur ses côtes sud. Elle aimerait bien pouvoir régler le problème libyen pour endiguer les vagues migratoires. Point final, c'est tout. Donc, il n'y a pas d'altruisme. Si les Libyens peuvent s'écharper, peuvent se déchiqueter, tant que ça n'a pas de vagues chez eux, ils s'en fichent complètement. C'est parce que, malheureusement, ça leur pose des problèmes. Ils sont obligés de se mouiller et de tremper les mains, parce qu'ils ont mis quand même des millions de dollars pour empêcher les migrants de partir des côtes libyennes. C'est bien de ça qu'il s'agit. On voudrait qu'ils mettent ces milliards dans le développement réel des pays d'origine. Ils ne le font pas. Ils les mettent pour empêcher qu'ils partent à partir du moment où ils sont en Libye. Vous voyez le cynisme de la chose? C'est pour ça que tout ça est franchement désespérant.
Mais ces hommes forts de Libye ne sont pas dupes aussi à ce point. Ils doivent comprendre l'enjeu italien. Mais ils le savent. C'est pour ça qu'ils font monter les enchères à chaque fois. Ils le savent, très bien. Ils ont bien compris. S'ils y vont, c'est parce que chacun sait aussi ce qu'il veut demander à l'Italie. Un peu plus de rallonge du chèque. Parce que c'est moi qui veux gérer la manne qui vient de l'Italie pour endiguer les migrants. Ça, on le sait. Un gros marché de dupes alors. Rassurez-vous, un gros marché de dupes, effectivement. Oui. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé. C'est un plaisir. La pause tout de suite et après, c'est Regards croisés.